Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans l'enceinte de Cache Business School, qui a l'honneur d'accueillir ce soir, pour une nouvelle conférence organisée par l'association Forum Events, Madame Natacha Polony, journaliste, essayiste, directrice de la rédaction de Marianne et fondatrice de la web TV, Polony TV. Le journalisme, la liberté de presse, le pluralisme des idées, les réseaux sociaux, le rapport des jeunes aux médias. Tous les thèmes que nous allons aborder avec notre invité sont des enjeux de société majeurs qui vont nous permettre de répondre à la question posée ce soir. Allons-nous vers la mort du journalisme? La génération qui étudie ici à Cache, née à la fin des années 90, est celle qui a vu l'avènement des chaînes d'information en continu. BFM TV a été lancée en 2005. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, deux sources médiatiques indispensables pour chacun d'entre nous lorsqu'on veut disposer d'informations. Mais ces deux formes de médias font-ils du vrai journalisme, objectif, nuancé et indépendant, ou montrent-ils seulement ce que nous voulons voir? Une chaîne d'information est-elle libre quand son premier objectif est de faire de l'audience? Et quid des fake news qui pullulent des réseaux et peuvent influencer des milliers de gens pendant une campagne électorale? De plus, la télévision, qui reste malgré tout le grand média de masse, est devenue une pouponnière de spécialistes, invités régulièrement dans des émissions de débat. Économistes, politologues, psychanalystes et autres chroniqueurs et éditorialistes en tout genre qui, de plateau en plateau, commentent en permanence les mêmes informations et laissent aucune place au beau journalisme. A l'inverse, le journalisme poussé à la caricature, celui des émissions et d'investigation en caméra cachée, ne s'est jamais aussi bien porté. Mais où est donc passée la nuance entre les deux? Enfin, la presse écrite est confrontée à des difficultés pratiques. Son lectorat baisse inexorablement, les jeunes la désertent, et elle ne peut plus vivre sans publicité ou aide de l'État. Comment donner à nouveau l'envie au lecteur d'acheter et de lire du papier? Comment le lecteur peut-il se protéger des fake news? La presse doit-elle faire le buzz pour continuer à exister? Pour répondre à toutes ces questions, notre invité s'aventure ce soir en terre de mission, devant les futurs managers de ce système libéral qu'elle pourfend tant, car c'est là sa conception du journalisme. Parler à un public qui ne pense pas comme soi-même, et par extension, penser contre soi-même. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Madame Natacha Polony. Madame Polony, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous de m'accueillir, merci beaucoup. C'est un réel plaisir. Je vous propose de commencer sans tarder. Le premier thème que nous allons aborder est celui de la relation de la presse et du journalisme aux réseaux sociaux. Ma première question ce soir est la suivante. La révolution numérique des réseaux sociaux a donné naissance à une nouvelle forme de journalisme. N'importe qui peut désormais alimenter des blogs, poster du contenu audiovisuel, des textes, des réflexions. N'importe qui peut prétendre accomplir la mission digne du journaliste qui consiste à informer, rendre compte et accessoirement donner matière à penser à son public. Que pensez-vous de ces journalistes autoproclamés et de leur travail? Alors, la question en fait est extrêmement vaste et elle s'est posée d'ailleurs cette semaine de façon assez importante autour d'une figure, Taha Bouaf. Vous avez peut-être suivi cette question qui a agité tous les médias parce qu'elle renvoie à chaque journaliste la question de savoir ce qu'il est lui-même et la façon dont il fait son métier, dont il exerce son métier. Taha Bouaf est ce jeune journaliste donc, qui actuellement travaille sur un site, celui de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, donc Daniel Mermet ancien de France Inter, qui a été chassé de France Inter et qui a monté ce site internet un peu alternatif et il embauche Taha Bouaf. Et Taha Bouaf, donc la semaine dernière, était au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, 3 rangs derrière Emmanuel Macron, et il tweet « Je suis 3 rangs derrière Emmanuel Macron, ça s'agite, etc. » Et il a été envoyé en garde à vue parce qu'il est accusé d'avoir en quelque sorte provoqué la manifestation que lui dit avoir commentée. Ce
C'est une question vertigineuse, en fait, cette question-là. Et elle nous oblige à nous demander, donc, quel est le rôle des médias aujourd'hui. Cela dit, ce n'est pas une question si neuve que ça, puisque dans les années 60 aux États-Unis, dans les réflexions sociologiques sur les médias, on citait toujours cette journaliste qui s'était posé cette question-là et qui symbolisait la problématique des médias aujourd'hui. Elle expliquait qu'elle avait hésité à se rendre à une manifestation dont elle savait qu'elle n'existerait pas si elle ne s'y rendait pas. C'est-à-dire la manifestation ne pouvait avoir lieu que s'il y avait un compte-rendu médiatique. Donc elle savait qu'en y allant, elle avait une influence sur le réel, puisque elle provoquait le fait que cette manifestation pouvait exister. S'il n'y avait pas de compte-rendu médiatique, les manifestants ne manifestaient pas et donc il n'y avait pas de manifestation. D'où la question de savoir, est-ce que le journaliste crée l'événement ou est-ce que simplement il en rend compte? Et nous sommes aujourd'hui dans la quintessence de ce genre de jeu entre le réel et celui qui rend compte du réel. Ça, c'est une des dimensions de la question. Pas la seule. Pourquoi? Parce que, vous le disiez, nous sommes dans un monde où aujourd'hui chacun a un smartphone entre les mains. N'importe qui peut créer ce qu'on va appeler de l'information, ou en tout cas rendre compte du réel d'une certaine manière. Nous avons donc une forme d'ubérisation de l'information qui est en train de remettre en cause totalement le rôle des journalistes eux-mêmes, j'allais dire pour le meilleur. Pourquoi? Parce que ça nous oblige à nous demander ce que nous apportons. Or, je maintiens pour ma part qu'un journaliste, ce n'est pas juste quelqu'un qui diffuse une image. Ce n'est même pas seulement celui qui était là au bon moment, puisque dans le cas de Tahabouaf, justement, ceux qui le défendent, qui disent mais il est authentiquement journaliste, disent regardez, il est là au bon moment. Son grand fait d'armes est d'avoir été celui qui a tourné la vidéo du 1er mai 2018 qui montrait Alexandre Benalla en train de frapper un manifestant. Sauf que lui a tourné la vidéo. Mais ce qui a lancé l'affaire Benalla, c'est une enquête du Monde sur cette vidéo qui a démontré que celui qui était sur cette vidéo c'était Alexandre Benalla, qu'Alexandre Benalla avait un statut particulier, etc. C'est-à-dire une enquête journalistique. Ce n'était pas juste les images. Les images en elles-mêmes ne suffisent pas. Et derrière, il y a la question de savoir dans quel but on diffuse ces images. Quel est le rôle d'un journaliste par rapport à ce qu'il met en avant? En l'occurrence, revenons-en au cas de Tahabouaf, la question lui-même dit qu'il est journaliste militant, et c'est vrai que nous avons en France une tradition de journalistes engagés. Et on ne fera jamais dire qu'on n'a pas le droit d'être un journaliste engagé, puisque en fait nous le sommes tous. Nous avons tous une subjectivité, nous avons tous des valeurs, et soyons honnêtes, chacun, lorsqu'il écrit, lorsqu'il rend compte d'un fait, en rend compte par le prisme de ses valeurs et de sa subjectivité. La question est de savoir si on a conscience de sa propre subjectivité et si on est capable de mettre à distance cette subjectivité. Et ensuite, la question est de savoir si on veut mettre à distance cette subjectivité. Parce que le problème, et c'est la différence entre un journaliste engagé, un journaliste militant et ensuite un activiste politique, c'est qu'ils n'ont pas le même rapport à ce récit. Et que le principe du journalisme, c'est certes le récit des faits, rendre compte des faits, aller trouver l'information là où elle est, donc en effet, être sur place, aller voir, mais c'est aussi croiser les récits. C'est aussi, justement, inclure cette information et ces faits dans un récit plus large qui va permettre de comprendre ces faits. Et dans ce récit, il faut quelque chose qui soit de l'ordre de la plurivocité. Si on a un compte-rendu univoque des faits, on n'est plus tout à fait dans le journalisme. Et c'est là que ça nous permet à nous de nous interroger sur notre rôle, parce que je peux aussi, enfin je veux bien qu'on reproche à Tahabouaf sa façon de faire du journalisme, mais des journalistes militants, il y en a partout, sur tous les plateaux de télévision et dans tous les médias, et il y a des militants du soutien au pouvoir en place qui sont là depuis très 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 longtemps et qui sont les premiers à expliquer que c'est un scandale de faire du journalisme engagé, etc. Finalement, c'est tout le problème de cette question de la subjectivité, c'est-à-dire que, en fait, la subjectivité, c'est toujours celle de l'autre. Il n'y a rien de plus dangereux, je pense, que quelqu'un qui se croit objectif parce qu'il fait passer ses idées en contrebande.
Il est persuadé lui-même qu'il incarne l'objectivité, donc celui qui ne voit pas le réel comme lui est forcément l'idéologue, celui qui est subjectif. Or, je crois que le principe du journalisme, c'est justement la mise à distance, donc non pas l'objectivité, mais l'honnêteté intellectuelle, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc pour revenir à la question des réseaux sociaux, ça nous bouscule pour tout cela, c'est-à-dire que ça nous oblige à prouver à l'ensemble des citoyens que nous ne sommes pas, nous, dans une forme de militantisme, qu'il y a des pratiques et une déontologie journalistique qui obligent non seulement à apporter cette plurivocité, à vérifier les sources, à ne pas, évidemment, diffuser des fausses informations, mais aussi à permettre aux lecteurs, aux spectateurs, aux citoyens, tout simplement, de se construire sa propre idée. Or, le réflexe aujourd'hui du milieu journalistique, c'est finalement d'accuser l'extérieur. C'est-à-dire de dire nous allons mal, nous sommes remis en cause, mais c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux, tout le monde se croit journaliste, quel scandale. Oui, mais c'est à nous de prouver que nous apportons quelque chose, une plus-value. Et c'est de la faute finalement des intox, des fake news, de tout ça. C'est à nous de prouver que nous avons un savoir-faire, que nous, parce que nous ne sommes pas anonymes, parce que nous sommes responsables devant notre public, nous apportons des informations qui sont vérifiées et qui sont recoupées. C'est aussi à nous de nous demander pourquoi, tout simplement, on a autant de citoyens qui préfèrent aller s'informer sur les réseaux sociaux, qui préfèrent aller regarder ce que c'est que ce journaliste, qui vont avoir tendance à croire davantage quelqu'un avec son smartphone qui va filmer qu'un journaliste, sachant que celui qui est avec son smartphone et qui filme ne filme pas le réel, parce que le réel c'est très vaste. Il ne filme que ce qu'il a dans son cadre. Ce qui est à côté, de toute façon, c'est déjà autre chose. Donc il n'y a pas plus d'objectivité dans l'image brute que dans le récit d'un journaliste. Mais encore faut-il que nous montrions que nous apportons quelque chose de plus. Or, nous avons depuis 20 ans, 30 ans, démontré justement que, hélas, nous étions de moins en moins utiles pour ça. Et je crois que c'est pour ça que c'est très intéressant, cette remise en cause par les réseaux sociaux. La défiance que les citoyens nourrissent vis-à-vis des médias aujourd'hui, elle remonte à loin. D'ailleurs, de quand peut-on dater ce moment où les réseaux sociaux supplantent les médias traditionnels dans l'information? De quand peut-on dater la mise en concurrence? Eh bien, à peu près, il y a un événement fondateur, c'est à peu près dans la campagne sur le référendum constitutionnel de 2005. Pourquoi? Il y a un personnage qui a ressurgi dans l'actualité ces derniers temps, autour des Gilets jaunes, qui était apparu à ce moment-là. C'est Étienne Chouard. Si vous connaissez Étienne Chouard, c'est à l'origine un professeur d'économie-gestion qui s'était fait connaître pendant la campagne sur le référendum de 2005 parce qu'il tenait un blog. Et sur ce blog, il était professeur en fait, d'économie, gestion, droit. Et il avait produit une note qui analysait, d'un point de vue juridique, le traité constitutionnel et qui expliquait pourquoi, selon lui, cela mettait en place quelque chose qui n'était pas démocratique. Et cette note avait eu un succès totalement viral. À une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, à une époque où Internet n'avait pas la puissance de feu d'aujourd'hui, et malgré tout, c'est le premier moment où on voit surgir une contre-culture médiatique, d'information sur le net. Pourquoi? Tout simplement parce que 95% des médias officiels faisaient campagne activement pour le oui. Et que dans un cadre où vous avez 55% des Français qui ont voté non, vous comprenez qu'il y a un décalage entre la pratique médiatique et les aspirations des citoyens. Donc les citoyens ont eu l'impression que les médias ne jouaient pas leur rôle. Et il y a eu une espèce de fronde à ce moment-là contre les médias. Et je pense que c'est le moment de fracture entre une part de la population et les médias. Et du coup,
le développement d'Internet et des réseaux sociaux a permis à beaucoup d'aller s'informer d'une autre manière, pour le meilleur et pour le pire. Parce que c'est le pire, c'est-à-dire aussi de la désinformation, du conspirationnisme le plus crasse, etc. Mais ça se comprend parce qu'à un moment donné, les journalistes ont oublié quel était leur rôle, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des curés. Ils estimaient qu'ils étaient là pour prêcher et non pas pour informer. Donc je réponds un peu longuement à votre question, mais je pense qu'il faut brasser l'ensemble des choses et qu'en tout cas, l'émergence des réseaux sociaux ne doit pas être vue par les médias comme une mise en danger, mais comme une chance de réfléchir sur ce qu'apporte véritablement le journalisme. Or, je maintiens que le véritable journalisme est absolument essentiel pour la démocratie, on va sans doute y venir, pour que nous jouons un rôle dans la façon dont les citoyens peuvent se construire leur opinion et peuvent donc exercer leur rôle. Or, ça nécessite que les journalistes remettent en cause leurs propres pratiques et donc acceptent que l'information s'est diffusée, qu'elle appartient à tous et que eux, ils doivent apporter autre chose. Cette autre chose, j'ajoute juste avant de vous laisser poser une autre question, cette autre chose, c'est la nécessité, je le disais tout à l'heure, de comprendre que l'effet brut n'existe pas. Nous sommes toujours dans une médiatisation des faits. À partir du moment où je raconte un fait, je suis déjà dans son interprétation. Donc la question est de savoir si nous maîtrisons suffisamment notre langage pour avoir conscience de l'interprétation que nous mettons en place. Je pourrais vous expliquer si on raconte qu'une poule s'est fait écraser sur le bord du chemin, je peux vous raconter le fait de façon à vous suggérer que la poule est coupable, qu'elle a bien cherché ce qui lui est arrivé. Je peux vous le raconter de façon à vous démontrer qu'il y a un problème d'infrastructure et que c'est l'État qui n'a pas fait son travail et que la poule est victime. Ou alors que c'est une question de sécurité routière et que là aussi la prévention n'a pas joué son rôle pour empêcher ce criminel d'automobiliste d'écraser cette malheureuse poule. Ça, en quelques mots, dans la façon dont on raconte les choses. Alors, évidemment, pour une poule écrasée, l'enjeu est un peu moindre, mais quand on rentre dans des choses un peu plus complexes, c'est absolument essentiel. Or, l'illusion qui consiste à croire qu'au milieu des faits, on sait ce qui se passe et que ça suffit, est une illusion totalement fausse. Moi, quand j'ai commencé dans le journalisme avec Jean-François Kahn, donc à Marial, il racontait toujours comment, en 1970, donc, il se retrouve en Jordanie au moment de cet ordre noir, donc explosion de violence entre le pouvoir jordanien et l'OLP, donc les Palestiniens. Et il se trouve qu'il était un matin, au moment où ça se met à exploser, lui était sorti un peu plus tôt que les autres journalistes de son hôtel, donc il se promène dans les rues, et au moment où les hostilités commencent, l'hôtel est bouclé, celui où il y avait tous les journalistes internationaux, donc il n'y en a pas un qui peut sortir. Il était le seul à être dehors. Et il se promène dans les rues, ça tirait de tous les côtés, etc. Eh bien, il n'a rien compris à ce qui se passait. Il était au milieu, il était le seul à être sur le terrain. Eh bien, il ne savait pas qui tirait sur qui et pourquoi. Et il n'a compris ce qu'il avait vu que quand il est rentré le soir à son hôtel et que ceux qui étaient enfermés et qui regardaient les informations qui étaient en lien avec leur rédaction, etc., ont pu lui expliquer ce qui s'était passé. Donc le terrain tout seul, ça ne marche pas, ça ne suffit pas à comprendre. Il faut pouvoir replacer ça dans un contexte. Et bien ça, c'est le rôle du journaliste. Replacer dans un contexte, donner les éléments, donc avoir de la culture, avoir une mémoire politique et historique pour pouvoir justement faire le lien entre les événements. C'est ça notre rôle et c'est ça que finalement les réseaux sociaux ne peuvent pas forcément faire. Bonsoir, Natacha Polony. Donc, pour rester sur le thème des réseaux sociaux, aujourd'hui, le contenu qu'on trouve sur les réseaux sociaux est souvent formaté selon les algorithmes et conforte alors les individus dans leur opinion, donc avec des publications qui sont similaires, ce qui empêche les individus d'être critiques. Serait-ce, selon vous, le début d'une forme de totalitarisme ou de soft totalitarisme, terme employé dans votre livre Bienvenue dans le pire des mondes?
Eh bien, oui, je pense que c'est justement c'est une des dimensions que je n'avais pas abordée et qui est absolument essentielle. La plupart des gens aujourd'hui s'informent par le biais des réseaux sociaux. De plus en plus, ils viennent vers les articles de presse par le biais de Facebook notamment. Et ça, c'est un phénomène absolument majeur parce que nous ne maîtrisons pas les algorithmes de Facebook. Alors que l'autre phénomène majeur, mais aussi, je ne sais pas si on l'abordera, c'est la question du modèle économique. C'est-à-dire que Facebook, évidemment, ne rémunère pas les entreprises de presse pour leur travail. Donc, c'est un pillage de contenu qui est en train de faire mourir les entreprises de presse, parce qu'en plus, 90% du revenu publicitaire est capté sur le net par Facebook et Google. Donc, en gros, c'est une des raisons. S'il y a une raison d'ici 10 à 15 ans de la mort du journalisme, ce sera par ce biais-là, tout simplement, une asphyxie économique. Or, tout cela se joue à travers, vous disiez, des algorithmes. Et ces algorithmes, en effet, ont un effet particulièrement pervers qui est de ne présenter aux gens que ce qui va potentiellement les intéresser, étant donné ce qu'ils ont déjà lu. C'est-à-dire que c'est le contraire absolu du travail d'un média, et en particulier d'un journal. Un journal, et notamment un journal généraliste, c'est un journal qui présente à quelqu'un la totalité des domaines qui peuvent être traités par la presse, par des journalistes. Un média généraliste comme par exemple Marianne, c'est cela, on va vous parler d'économie, on va vous parler politique, on va vous parler culture, on va vous parler sport, on va vous parler d'à peu près tout, et vous n'êtes pas forcément passionné par ces sujets-là. Mais vous allez vers ce journal par le biais de ce qui vous intéresse. Et à partir de là, vous feuilletez et vous allez découvrir quelque chose que vous n'auriez jamais lu si ça n'avait pas été à la suite de l'article qui vous intéressait. C'est donc un principe qui permet, c'est un principe au fond profondément universaliste et qui permet de maintenir en éveil la curiosité du citoyen. Et donc de le confronter à ce à quoi il ne s'attendait pas. On peut même ajouter quelque chose, c'est presque plus militant que ça comme démarche. Là aussi, je vais citer Jean-François Kahn. Quand je suis arrivée à Marianne, il m'expliquait, vous savez, le principe d'un journal généraliste, et nous, on essaie de le maintenir à Marianne, me disait-il, c'est toute mon idée, c'est qu'il faut que le lecteur adhère à peu près à 60% de ce qu'il lit, parce que si c'est moins de 50%, il n'achète pas. Et à peu près 60%. Mais sur les 40% restants, il faut le bousculer, il faut le choquer, il faut l'interloquer. Il faut qu'il ne soit pas d'accord. Pourquoi? Parce que là, vous créez en lui la volonté de se forger sa propre opinion. Il va vous lire, vous lui donnez des arguments, il va se dire « je ne suis pas d'accord avec tel argument, je crois plutôt ça », et là, vous exercez votre rôle démocratique. Et Charles Péguy ne disait pas autre chose, il expliquait qu'une revue doit mécontenter un quart de son lectorat, mais jamais le même quart. Donc ça tourne à chaque fois. Voilà. Eh bien, c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que c'est un principe qui permet de forger une opinion à partir d'arguments. Ce qui est le contraire absolu du principe des algorithmes, qui potentiellement joue sur le fait qu'ils vous renforcent dans vos propres convictions. Et ça a été très bien analysé, notamment au cours des élections, à travers, notamment aux États-Unis, tout le travail qui consiste à jouer sur les biais cognitifs des citoyens et à aller dans le sens de ce qui va leur faire plaisir. Et j'ajoute une chose, c'est qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux qui fonctionnent comme ça. Le drame de tous les médias alternatifs, c'est qu'ils ont tendance aujourd'hui, tous ces médias dont certains sont absolument passionnants et qui font un travail formidable. Le problème, c'est que ce sont des médias, pour des questions de modèle économique, qui sont des médias de niche. Parce qu'on n'a pas encore, justement, trouvé de modèle économique d'un média généraliste sur le net, à part quelques rares exceptions. Le New York Times est en train de réussir sa mue. En France, on peut dire que Le Monde, Le Figaro arrive à conquérir de l'abonné numérique à un prix d'investissement énorme. En revanche, les autres, c'est toujours aussi compliqué. Donc vous avez l'émergence de petits médias qui vont s'adresser à un public spécifique. Eh bien, le risque, là encore, c'est de donner à son public ce qu'il veut entendre.
Et j'en reviens à la question de l'activisme dont je parlais tout à l'heure. La différence entre un journaliste et un activiste politique, c'est que l'activiste politique, il va donner les informations qui confortent son public dans un point de vue. Il va aller dans le sens, il va entraîner son public vers le service d'une cause. Or, le rôle d'un média, c'est parfois de mécontenter son public. C'est parfois de faire entendre à un public ce qu'il ne veut pas entendre. Alors toute la question, et elle est absolument majeure, et j'allais dire tragique, c'est de savoir si nous pouvons encore aujourd'hui jouer ce rôle de média généraliste, parce que justement, le principe des algorithmes, plus un phénomène de radicalisation des opinions, et en fait les deux se renforcent, fait que aujourd'hui, nous avons des citoyens, un public, des gens qui sont de moins en moins enclins à être bousculés dans leurs opinions. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point, quand on publie une information ou une analyse qui déplaît à un lecteur, eh bien, il va de plus en plus réagir de façon outrée, en trouvant que c'est scandaleux et que puisque c'est comme ça, il ne lira plus ce torchon, etc. etc. C'est-à-dire que le fait de mécontenter en partie devient de plus en plus compliqué. Et là, il y a un enjeu démocratique. C'est qu'en fait, nous sommes dans une phase de dissolution de la démocratie. La démocratie, c'est le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Et le fait d'accepter, dans l'espace public, d'entendre des gens qui nous déplaisent, parfois même qui nous choquent, qui disent des horreurs, des choses que nous trouvons scandaleuses. Mais la démocratie, c'est de débattre, d'argumenter, c'est donc du conflit civilisé. C'est de l'engueulade civilisée en gros. On va s'engueuler, mais à la fin, on est capable d'accepter que nous appartenons à une communauté politique. Or, c'est cela qui est en train de se détruire sous l'effet conjugué d'un individualisme sans doute assez excessif qui s'est fait au détriment de ce sentiment de communauté politique. Enfin, il y a des tas de phénomènes qu'on pourrait analyser. Mais le résultat, c'est que, à titre individuel, chacun a de plus en plus de mal à se confronter à la contradiction. Et que donc la question, c'est de savoir si des médias généralistes peuvent encore exister. Or, c'est essentiel justement pour maintenir cette capacité à débattre avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est ça le rôle démocratique des médias. Eh bien, les algorithmes ne nous aident pas et au contraire renforcent la tendance inverse. Je pense que là aussi, il y a un travail essentiel à faire de reconquête, de ne pas laisser ce phénomène se mettre en place parce que les conséquences seront dramatiques. Nous sommes dans une école de commerce, donc au risque de sembler trop prévisible, j'aimerais aborder la partie économique, le modèle économique dont vous avez parlé. Des médias généralistes semblent trouver un modèle économique avec les réseaux sociaux. La presse écrite traditionnelle, ce vieux dinosaure, s'est-elle adaptée au format numérique et a-t-elle développé un modèle économique viable? La réponse non. Oui, on va être très, très honnête, c'est très difficile. Alors, première chose, la presse écrite est en train, petit à petit, de perdre des lecteurs. Et si on regarde sur 40 ans, la perte est absolument énorme. En gros, il y a une perte de moitié du nombre de lecteurs. Je crois que si j'ai bien les chiffres en tête, entre 1973, il y avait une étude entre 1973 et 2008. Ça commence à dater un peu, donc ça risque d'être pire aujourd'hui. On passait de 55% des gens en France qui lisaient quotidiennement la presse à 29%. Et chez les 15-24 ans, on passait de 20% à 10%. Et donc ça s'est amplifié. Si vous regardez les chiffres de diffusion de la presse payante, diffusion payante, eh bien, en 2017, moins 3,1%, en 2018, moins 4,1%, c'est-à-dire c'est à peu près ça, c'est entre 3 et 5% de baisse par an. Vous imaginez, cumulé sur 10 ans, ce que ça donne. Donc, économiquement, c'est absolument dramatique et c'est un cercle vicieux puisque vous avez des fermetures de kiosques partout. En France, maintenant, il y a certains endroits de France où il faut être un héros pour trouver de la presse écrite. Il faut vraiment avoir envie. Donc, tout cela a des conséquences évidemment sur les finances des journaux. Les journaux sont des entreprises comme les autres. Et bien sûr qu'il y a toujours eu d'autres moyens que simplement les lecteurs
pour faire vivre les journaux. La publicité existe depuis que les journaux existent. Mais là, nous sommes à un moment où des journaux ne peuvent plus vivre sans rentrée d'argent. On a tendance à se concentrer sur la publicité, à travers même des phénomènes. Vous savez, vous avez des médias qui ont énormément d'abonnés. Pourquoi? Parce que, en gros, quand vous vous abonnez, on vous offre la cafetière, la télévision, etc. C'est-à-dire que votre abonnement à vous qui payez, en fait, ne rapporte rigoureusement rien à l'entreprise de presse, mais elle permet d'augmenter la diffusion, ce qui permet de conquérir des marchés publicitaires. Sauf que tout ça, c'était valable à peu près jusqu'à la crise de 2008. Et là, il y a eu un effondrement du marché publicitaire. S'ajoute à ça l'arrivée d'Internet et le fait que l'ensemble de ce marché publicitaire va vers le numérique. Là, vous avez Facebook et Google qui captent 90%. Et donc, la presse écrite ne peut plus vivre, sauf à appartenir à un grand groupe. Et vous avez un phénomène de concentration des médias dans les mains de quelques grands industriels qui ne sont plus, comme autrefois, des industriels de la presse. Hersant, c'était un industriel de la presse, c'était un professionnel de la presse. Là, aujourd'hui, les gens qui possèdent des médias sont des gens soit qui vendent des armes, soit qui vendent des abonnements téléphoniques. Enfin voilà, vous avez... et Marianne a été rachetée par un industriel, alors un industriel tchèque, pas un industriel français. Donc, le seul avantage, c'est que pour l'instant, c'est un propriétaire qui n'est pas en contrat avec l'État et qui n'a pas d'intérêt immédiat avec l'État. Pourquoi je dis ça? Parce que pour les journalistes, tout l'enjeu de l'indépendance, il est là. C'est-à-dire quel problème ça pose d'avoir des grands industriels qui possèdent des médias et qui en plus les concentrent énormément à travers, puisque maintenant ce sont des groupes de presse, vous avez une radio, une télé, 3 journaux, etc. Le risque, c'est qu'évidemment, il pèse sur les journalistes une sorte, non pas de censure, il ne faut pas croire que vous avez un actionnaire qui appelle et qui dit vous me virez tel article et puis vous écrivez ça, jamais de la vie, ça ne marche pas comme ça. En revanche, vous avez le risque d'une forme d'autocensure, vous avez le risque tout de même de voir certaines nominations dans la hiérarchie des journaux faire qu'on va favoriser des gens qui ne risquent pas de mettre en danger les intérêts directs. C'est tout ce risque-là qui se joue, et du coup on perd encore en crédibilité, et du coup on perd encore des lecteurs. Là encore, cercle vicieux. Alors, est-ce que le numérique permet de pallier ça? Pour l'instant, non. Vous avez, je le disais tout à l'heure, des médias qui arrivent petit à petit à faire leur transition numérique. Mais c'est très très lent. En gros, le New York Times est en train de réussir au prix d'investissements massifs. Et à titre d'indication, le New York Times a 1800 journalistes. À Marianne, on en a 38. Bon, alors évidemment, traditionnellement, Marianne est minuscule par rapport aux autres et c'est fondé sur un modèle économique. C'est ça qui lui a permis d'être l'un des rares journaux créés récemment, ça date de 1997, qui a survécu. C'est que c'était un modèle économique minuscule. L'idée, c'était 50 salariés, même pas 50 journalistes, 50 salariés, un petit prix et en gros une petite entreprise familiale. Et on a gardé ce modèle-là, enfin plutôt on y est revenu, et ça permet de tenir. Mais le New York Times s'en sort pourquoi? Parce que le marché potentiel du New York Times, c'est la planète entière. Ce n'est absolument pas le cas des journaux français. Donc, actuellement, là aussi, à cause d'investissements massifs, Le Monde et le Figaro commencent à s'en sortir. Vous avez actuellement aussi énormément d'investissements du côté du Point, de l'Express, justement pour essayer de réussir cette transition numérique, de conquérir des abonnés avec le risque de faire la même erreur que sur l'abonnement papier, c'est-à-dire qu'on brade des abonnements numériques en se disant on va engranger. Ce sont des abonnés, ceux-là, qui sont extrêmement relatifs. Donc pour l'instant, la transition numérique n'est pas encore faite. Pour l'instant, c'est encore le papier qui fait vivre les entreprises de presse. À terme, ça ne tiendra pas, puisqu'il y a cette érosion systématique. Donc où est le problème? Le problème, il est de savoir si on a des citoyens qui acceptent de payer pour de l'information. C'est tout simplement ça. Parce que vous avez des gens qui s'informent
sur Internet et qui vont spécifiquement, si vous regardez, la majorité des gens s'informent en allant vers les sites des grandes entreprises de presse. Mais ils ne payent pas, ils ne s'abonnent pas. Quand l'article est payant, on regarde le début et on considère qu'on a lu l'article. Donc, c'est un choix aussi de la part du consommateur, de savoir ce qu'il veut réellement et s'il veut maintenir à terme des journaux, c'est-à-dire des journalistes qui exercent leur métier tel que je l'ai dit tout à l'heure. Parce que, alors évidemment, les journalistes eux-mêmes se sont tirés une balle dans le pied pendant des années, puisque avant même l'arrivée du numérique, on avait inventé la presse payée et la presse gratuite. Donc la presse gratuite, le principe, c'est vous proposer au consommateur le même produit que celui que vous faites, mais gratuitement. Et vous vous étonnez qu'il n'achète plus votre produit. Grosso modo, c'est à peu près ça. Alors, évidemment, ce n'est pas le même produit, mais dans la mesure où on habitue les lecteurs à avoir un journal papier gratuit, le lecteur ne va pas forcément considérer que l'information qu'il a dans son journal gratuit n'est pas exactement la même que celle qu'il a dans son journal payant. Donc déjà, la presse, en faisant cela, s'est tiré une énorme balle dans le pied, d'autant plus que c'était évidemment fondé sur un modèle où la publicité payait, et puis l'effondrement du marché publicitaire, hop, tout ça se casse la figure. Mais du coup, avec l'arrivée d'Internet, on a là aussi donné l'impression que l'information, ça ne coûtait rien. Que même l'information, ça devait être gratuit. Là, actuellement, il y a des gens qui font par exemple une campagne sur les réseaux sociaux, vous verrez peut-être si vous vous promenez sur Twitter, une campagne pour dire l'enjeu climatique est absolument essentiel, donc les journaux devraient rendre gratuits tous les articles sur les questions d'enjeux climatiques. C'est quand même une conception assez fabuleuse. Dans la mesure où le fait de payer, c'est tout de même le fait de garantir qu'on permet à des journalistes d'exercer leur métier et de l'exercer d'une façon qu'on considère comme à peu près sûre. L'information, ça coûte cher. C'est-à-dire que mettre un journaliste sur un sujet sur lequel il va travailler pendant plusieurs jours, où il va prendre le temps de creuser, où il va éventuellement aller enquêter sur place, où il va rencontrer des gens. Quand vous voyez le temps que ça prend, c'est-à-dire qu'une enquête journalistique, c'est très long. Quand vous interviewez quelqu'un, vous vous rendez compte assez rapidement que pour faire sortir ce qu'il a en lui, il faut au moins 2 heures d'entretien. On ne tire pas quelque chose d'intéressant en un quart d'heure dans une interview, c'est pas vrai. Donc en gros, il faut du temps. Et ce temps, eh bien, il se paye, parce que ça nécessite de financer. Et ça, c'est quelque chose que les journaux payants peuvent faire encore, justement parce qu'ils arrivent encore à vivre du papier. Le jour où ils ne pourront plus, cette forme de journalisme-là aura disparu, c'est-à-dire que vous aurez bien sûr de l'information, c'est-à-dire qu'on saura ce qui se passe à tel endroit ou à tel autre. Mais l'information au sens de l'événement, ce n'est pas que ça le contenu des journaux. Je prends un exemple, à Marianne, nous avons fait une enquête, par exemple, il y a quelques temps, sur où vont l'ensemble des prélèvements, c'est-à-dire sur 1000 euros de prélèvements, comment c'est distribué, etc. C'est un mois d'enquête avec des économistes de l'OFCE pour analyser en 1997, en 2017, pour regarder l'évolution. On arrive à comprendre que si la part de l'éducation, par exemple, dans les dépenses publiques était la même qu'en 1997, il y aurait 11 milliards de plus pour l'éducation. Enfin, des tas de choses comme ça. Donc on essaye d'expliquer pourquoi, comment ça s'est transféré et tout. C'est un travail de fond. Ça nécessite de rémunérer des gens. Et ce genre de dossier, vous ne le trouverez jamais gratuitement, puisque de fait, il faut que des gens soient payés pour cela. Donc, c'est un jeu à plusieurs, c'est-à-dire que ça se joue entre les citoyens et les journalistes. Aux journalistes de démontrer, de donner envie aux citoyens de payer, et aux citoyens de comprendre que rien n'est gratuit, ou plutôt que quand c'est gratuit, c'est eux le produit. C'est-à-dire qu'on va utiliser leur attention, on va utiliser leurs données, on va utiliser tout ce qui en eux peut être monnayable et qui va leur échapper. Donc c'est un choix de société absolument majeur. Est-ce que, en gros, nous voulons être dans la main de quelques entreprises multinationales qui contrôlent nos données et qui décident finalement quels algorithmes vont nous permettre de conformer, ou est-ce que nous voulons maintenir une information libre? Mais j'insiste sur le fait que c'est aussi aux journalistes de faire la preuve que ça vaut la peine.
Justement, pour continuer à attirer les lecteurs, les médias sont à la recherche permanente du buzz, de l'information continue, de la primauté et de l'exclusivité. Existe-t-il encore des journalistes, comme vous venez d'évoquer, qui prennent le temps, qui font un véritable travail d'investigation, qui croisent leurs sources et qui font des articles de qualité où il y a vraiment une réelle réflexion Alors, oui, heureusement, il en reste, heureusement, mais il faut s'entendre sur différentes choses. D'abord, la question de l'investigation. Qu'est-ce que ça veut dire l'investigation? Moi, j'ai connu de très grands journalistes. Il y en a un qui est décédé l'an dernier qui s'appelait Pierre Théan, qui était un des plus grands journalistes français, qui a enquêté aussi bien sur la jeunesse de François Mitterrand que sur le Rwanda, etc. Et lui détestait ce terme de journaliste d'investigation. Parce qu'il estimait que ça ne voulait rien dire et que le principe, c'était qu'un journaliste menait des enquêtes, et des enquêtes de fond. Et simplement, il pensait que son métier n'était pas d'accrocher des têtes à son tableau de chasse, mais de faire émerger des sujets qui étaient des sujets complexes et des sujets de fond. Disons que ce qu'on appelle actuellement l'investigation peut avoir plusieurs visages. Et celui qui marche aujourd'hui et qui plaît, c'est celui qui va débusquer, en gros, les turpitudes des puissants. Mais le travail des journalistes ne se limite pas à ça. C'est-à-dire que, par exemple, un journal comme Marianne, pendant toute son existence, depuis 1997, s'est intéressé à des sujets qui, a priori, n'intéressaient pas beaucoup les autres médias, pour une raison de structure. C'est-à-dire que Marianne est un journal qui est davantage que les autres lus en province et moins en Île-de-France. En gros, la structure du lectorat, c'est 80% province, 20% Île-de-France, alors que sur d'autres news magazines équivalents, on est plus sur du 70-30. Et du coup, c'est un journal qui s'adressait plus à un public qui habituellement passe en dessous des radars. Donc nous, les sujets qu'on traitait à Marianne, c'était la désertification des territoires, la disparition des services publics, tout ce genre de choses, le taux de vacances commerciales dans les petites villes de province, la désindustrialisation. Et tout ça, ce sont des sujets qui nécessitent de l'enquête de long terme. Est-ce que vous appelez ça de l'investigation? Non, mais c'est de l'enquête, c'est pas du buzz. Alors après, qu'est-ce qu'on va appeler le buzz? Là, vous faisiez référence aux chaînes d'infos. Il y a un autre phénomène qu'on n'avait pas en effet abordé et qui est essentiel, c'est l'influence des chaînes d'infos continues sur l'ensemble des médias. Le sociologue Pierre Bourdieu avait écrit un petit ouvrage dans les années 90 ça s'appelait « Sur la télévision ». C'était une analyse, alors il se posait la question, un chercheur, un sociologue, doit-il aller à la télévision? Bon, il allait assez souvent lui-même, mais ça valait le coup de se poser la question, et il avait raison. Et il analysait cela, sa théorie était que la télévision était en train de dicter son mode de fonctionnement à l'ensemble des autres champs de l'expérience humaine. Donc, notamment dans la recherche, sur les questions, sur tout ce qui touchait la sociologie, mais aussi les sciences, les mathématiques, eh bien, finalement, l'influence de la télévision, c'était qu'elle sélectionnait ceux qui ensuite allaient pouvoir exercer de l'influence dans leur propre domaine, et elle sélectionnait ceux qui convenaient à ces critères à elle, c'est-à-dire ceux qui étaient en gros, qui savaient bien parler. Ce qu'en télé, on appelle un bon client. Donc, en télévision, quand vous programmez une émission, si vous voulez que votre émission soit regardée, et là aussi, il y a aussi une responsabilité des téléspectateurs, mais si vous voulez que votre émission soit regardée, il faut que les gens aient un débit fluide, qu'ils soient réactifs, qu'on ne s'endorme pas, qu'ils sachent expliquer leur travail. Mais le meilleur chercheur, il ne sait pas forcément expliquer son travail. C'est pas forcément le meilleur pour rendre compte, c'est pas le meilleur pédagogue. Sauf que la télévision a tendance à donner une puissance à celui qui se sera fait connaître par ses capacités à parler. Donc ça biaise les autres domaines. Eh bien, on peut ajouter à cela le fait que les chaînes d'information continue ont petit à petit dicté leur mode de fonctionnement au reste du journalisme. Et que là aussi, il y a quelque chose de profondément malsain. C'est-à-dire que l'espèce d'urgence permanente qui consiste à vouloir à tout prix être le premier à donner une information. On peut ajouter à ça le rôle des notifications smartphone. C'est aussi tragique pour le journalisme. D'ailleurs, il faut être le premier. Si vous
vous avez plusieurs sites d'infos dont vous avez les applications, eh bien, vous pouvez voir qu'en gros, on se tire la bourre pour savoir qui aura donné l'info, machin est mort, telle déclaration, etc. Donc, ça ne laisse pas le temps de vérifier l'information, de la contextualiser, de la comprendre, etc. Et ça, le processus de l'info continue a joué énormément là-dessus, de même qu'il fausse totalement la perception même de ce qu'est une information, cette espèce de façon de passer en boucle les mêmes images jusqu'à ce qu'elles se déréalisent totalement, est quelque chose de profondément malsain. Autre phénomène, la façon dont, là aussi c'est une question économique, la façon dont les chaînes d'infos continues ont petit à petit inventé ces plateaux d'experts. Pourquoi ça existe? Tout simplement parce que les chaînes d'infos continues ont l'obligation de faire une certaine partie d'infos, puis le reste, ça doit être d'autres programmes. Ces autres programmes doivent ne pas coûter cher. Qu'est-ce qui ne coûte pas cher? De mettre des gens autour d'une table et ils débattent. Souvent d'ailleurs, ce sont des journalistes de presse écrite à qui on dit on ne vous paye pas, et en échange vous venez, mais ça fait de la pub pour votre journal. Tout le monde est content. Donc, ce processus-là a multiplié les débats comme ça, qui hystérisent totalement chaque sujet. C'est-à-dire que quand vous avez, souvenez-vous de cette histoire de la question de l'accompagnement des sorties scolaires par des femmes voilées. Si vous regardez la façon dont se passe le fait, vous avez un fait qui est un fait politique, qu'il faut traiter politiquement, etc. Sauf que vous avez un premier débat sur une chaîne d'infos, puis un deuxième une heure après, puis un deuxième encore une heure après, parce que c'est pas le même public. Mais si vous regardez la chaîne sur toute la journée, vous avez l'impression d'avoir eu 50 fois le même débat. Et du coup, c'est toujours sur les mêmes sujets. Et évidemment que pour des raisons d'audience, on va choisir le sujet qui va attirer. On ne va pas, dans ces débats-là, passer 2 heures sur la géopolitique et sur les rapports entre Trump et l'Iran. C'est un petit peu moins accrocheur. Mais c'est un phénomène qui est exponentiel, puisque chaque chaîne est en concurrence avec les autres. Et donc tout ça modifie la façon dont les citoyens vont percevoir l'information, la hiérarchie de l'information, et ce qui est le plus important. Et donc ça vous donne l'impression que tous les médias font du buzz, en effet, sur les sujets les plus faciles, en répétant toujours la même chose du café du commerce. Avec en plus cette capacité qu'avait déjà identifiée Bourdieu à faire surgir des gens qui sont censés être des experts. Et en effet, c'est une création d'expertise par la télévision. Sachant que toute la question, en effet, de la nature même de l'expertise mériterait aussi là, une longue réflexion. C'est-à-dire non seulement la question de savoir qui on désigne comme expert, mais ensuite, est-ce qu'il peut y avoir des experts avec des points de vue différents et comment on organise le pluralisme des points de vue? Et là aussi, c'est extrêmement complexe. Et vous voyez que tous ces phénomènes, petit à petit, ont eu une influence sur la façon dont tous les autres médias, et même la presse écrite, traitaient l'information, parce qu'il faut bien s'adapter à cette hyper-réactivité, à cette rapidité, sinon on est laissé de côté. Donc le travail, au contraire, consiste à lutter contre ça, à réintroduire du temps long, à réintroduire tout simplement de la réflexion critique, mais sans pour autant être totalement distancé, parce que le public, aussi les lecteurs, demandent paradoxalement les deux. C'est-à-dire il y a un véritable appétit pour le temps long, pour les débats profonds, mais il y a aussi une demande de réponse immédiate, de réactivité. Et donc il faut réussir à répondre aux deux. Mais ce travail, petit à petit, peut être fait, c'est extrêmement complexe. Ça nécessite de lutter contre l'ensemble des processus qui sont en train de se mettre en place et qui se jouent entre les réseaux sociaux, les chaînes d'infos, Internet. Et donc il y a une forme de résistance à mettre en place. Mais le temps long, à mon avis, la réflexion, le débat de long terme, il y a une véritable demande du public pour ça. On le constate, vous savez, il y a des choses qui se font sur Internet qui le démontrent. Une chaîne comme Thinkerview, où vous avez des entretiens qui durent 1 heure, 1 heure et demie, montre bien qu'il y a un public pour ça. Est-il prêt à payer? C'est votre question. Avant de laisser la parole au public, puisque c'est notre habitude de laisser le public poser quelques questions à nos intervenants, je vais vous poser une dernière question. Vous avez parlé de répétition de la même information, hiérarchie.
Voilà quelques idées acceptées assez généralement comme étant vraies ou comme étant de bonnes choses à dire ou à penser. Le Brexit est une erreur, Trump est un idiot, la Russie de Poutine est une ennemie stratégique, l'Union européenne est la seule option viable pour les Européens. Est-ce que les journalistes des grands médias nationaux empêchent nos concitoyens de penser par eux-mêmes et d'adopter une vision nuancée et critique? Alors là, la question que vous posez touche à l'espèce d'uniformité idéologique qu'on peut percevoir dans de nombreux médias, on va dire, classiques, en général on dit mainstream, c'est-à-dire les médias généralistes et dominants. Ce n'est pas tout à fait nouveau, puisque là aussi j'en reviens à Jean-François Cage, quand il a fondé Marianne, son idée c'était de lutter, il avait inventé le terme, contre la pensée unique. C'est-à-dire qu'il estimait qu'il y avait une pensée unique qui s'installait dans les médias et qu'il fallait essayer de dire autre chose, de faire entendre une autre musique. Ça date de 97, vous voyez, et je pense dans un sens que la chape de plomb était bien plus importante à l'époque, justement parce qu'il n'y avait pas la concurrence des réseaux sociaux et d'Internet. Mais cette impression qu'on peut avoir que les médias diraient tous la même chose, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, on peut rétorquer que vous avez, notamment en presse écrite, des médias qui représentent à peu près tout le panel idéologique, de fait. Vous avez des journaux de droite, des journaux de gauche, des journaux libéraux, des journaux anti-libéraux. Tout à l'heure, vous m'avez présenté, mademoiselle, comme contre le libéralisme. On pourrait passer des heures, là aussi, à débattre de la différence que je fais entre libéralisme et néolibéralisme. Le néolibéralisme étant la dérégulation financière mise en place à partir de la fin des années 70. Vous voyez, sauf que ça a l'air anecdotique, mais justement, toute la question est de savoir si cette réflexion sur la dérégulation et le système mis en place depuis donc, la fin des années 70, si ce débat-là, on peut l'avoir dans les médias de grande audience. Or, de fait, quand on regarde sur certains éléments, sur certains phénomènes, on s'aperçoit que ça a été pendant très longtemps extrêmement difficile. Il y a encore 2-3 ans, vous prononciez le mot protectionnisme, et on vous regardait comme si vous aviez, je sais pas, fait un truc absolument épouvantable. C'est le protectionnisme. On vous répondait immédiatement comme une sorte de réflexe, le protectionnisme c'est la guerre. C'est peut-être un tout petit peu moins vrai depuis quelques mois, et encore. Bon, la question, par exemple, de savoir si l'euro est une monnaie qui fonctionne, a été une question impossible à poser pendant des années. Et pourtant, c'est une question démocratique, quelle que soit la réponse qu'on y apporte, ça vaut le coup de se poser la question. Est-ce qu'il y a eu une erreur dans la création de l'euro qui a consisté à ne pas considérer que ça devait être une monnaie de concurrence, une monnaie internationale permettant de concurrencer le dollar? C'est un sujet fondamental. On redécouvre aujourd'hui seulement ces questions essentielles de souveraineté monétaire. Mais pendant des années, c'était interdit. Moi, quand j'ai commencé dans le journalisme, donc j'étais jeune journaliste chargée des questions d'éducation, et il se trouve que j'avais été prof avant, donc j'avais une connaissance un peu interne. Je précise que ça ne suffit pas. Encore une fois, il ne suffit pas d'avoir été sur le terrain pour comprendre ce qui se passe. Mais il y avait des choses que j'avais expérimentées. Et je suis arrivée à une époque, donc on était en 2002, où le dogme était de dire le niveau monte. C'est formidable, tout va bien. Le niveau monte, la preuve, on a doublé le nombre de bacheliers, etc. Et c'était d'ailleurs là aussi 2002-2003, donc le début vraiment d'un usage multiple d'Internet, et se créaient des réseaux sur Internet de profs qui se parlaient entre eux pour se sentir moins seuls et fondaient des associations pour dire que le niveau ne montait pas et qu'il y avait des problèmes, notamment d'orthographe, en grammaire, etc. Il y avait une association qui s'appelait Sauver les lettres, par exemple, et je suis allée les interroger. Et immédiatement, des confrères journalistes m'ont reproché ça, en disant mais ce n'est pas une source fiable, ce n'est pas une source officielle, donc c'est totalement subjectif, ça n'est pas valable. Les sources officielles sur cette question-là, c'est le ministère, avec la direction de l'évaluation et de la prospective, et ce sont les syndicats. Sauf que quand on regarde la direction de l'évaluation et de la prospective, c'était donc celle qui produisait
tous les ans des statistiques pour expliquer que tout allait bien. C'était formidable. Et à côté de ça, donc, cette association Sauver l'élève faisait passer, par exemple, la même dictée à 30 ans d'intervalle à des élèves et constatait qu'il y avait un énorme problème. Bon. Donc c'était interdit. Il y avait un dogme total. Ça a bougé sur ces questions-là. Parce que tout simplement, d'abord, il y a un moment où éviter le réel, ça n'est plus possible. Et surtout, sont apparues des statistiques internationales, les fameuses enquêtes PISA. La première en 2000. On a dit non, mais c'est parce que c'est une méthode anglo-saxonne, donc ils n'ont pas les mêmes critères que nous, c'est pour ça qu'on est mal classé. Tous les 3 ans, puisque c'est tous les 3 ans, ça baissait un petit peu, et là il a bien fallu regarder la réalité en face. Mais sur les domaines que vous citiez, c'est la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fondé avec quelques journalistes il y a quelques années une association qui s'appelle Comité Orwell, et notre idée était d'essayer de nous poser des questions sur notre métier de journaliste et sur la possibilité, dans certains domaines, de faire entendre des voix un peu divergentes. Et il n'y a pas de hasard, c'est sur les questions économiques que c'était le plus prégnant, et la preuve, c'est que la plupart des journalistes de cette association étaient des journalistes économiques. Justement parce que c'était eux qui étaient les plus... qui subissaient le plus cette chape de plomb dans les médias où ils travaillaient. Et en fait, tous ceux qui avaient une pensée de l'économie un peu hétérodoxe, c'est-à-dire fondée davantage sur la critique du libre-échange, sur la critique de la dérégulation financière, sur l'analyse des processus qui ont abouti, par exemple, à toute la fin de la séparation entre banques d'affaires et banques de dépôt, enfin tout ce genre de choses, tout cela, ils étaient totalement marginalisés et mis de côté et ils ne pouvaient pas s'exprimer. Et donc le principe de cette association, c'est qu'en gros, moi qui avais la chance d'avoir une notoriété et donc une forme de liberté, eh bien, ça m'a permis j'utilisais cette notoriété pour leur donner la parole. Mais de fait, cette chape de plomb, elle existe, même si vous avez dans les chaînes d'infos continues de plus en plus, pour les besoins du spectacle, des débats frontaux, justement totalement caricaturaux, parce que ça fait du buzz. En fait, la possibilité de produire un véritable travail journalistique sur des questions légèrement iconoclastes reste assez compliquée, parce qu'on est immédiatement taxé d'être déraisonnable, d'être, on va dire, alors, au choix, réactionnaire, complotiste. Vous voyez, par exemple, quand vous commencez à expliquer qu'il y a aujourd'hui toute une réflexion pour la suppression de la monnaie fiduciaire, des espèces, et que tout cela est pensé au niveau du FMI, il y a un rapport qui a été ensuite repris, qui aujourd'hui la BCE est en train de travailler là-dessus. Au départ, vous dites ça sur un plateau de télé, on dit que vous êtes complotiste. Sauf que non, c'est un fait journalistique, et actuellement, Benoît Cœuré est en train de travailler là-dessus, la BCE travaille là-dessus. Mais vous voyez, sur ce genre de choses, c'est en général très 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 difficile de se faire entendre. Donc je pense que ça joue aussi sur l'impression que les citoyens peuvent avoir qu'il y a des sujets interdits. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les journalistes sont vendus au système ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont stipendiés, payés, corrompus ? Non. Je pense que c'est plus simple que ça, c'est parce que tout simplement ils baignent dans un même milieu et que le principe c'est que quand on est dans un milieu où tout le monde pense pareil, ben, on n'a pas du tout envie d'être celui qui ne pense pas de la même manière, c'est très inconfortable. Et donc spontanément on va avoir tendance à considérer qu'on va rester entre gens raisonnables. Donc tout le travail c'est de s'extraire de cela et sans pour autant justement tomber dans les excès de ce qui, là, peut être du véritable complotisme et qu'on peut trouver, du coup, sur certains sites sur le net. Donc c'est une ligne de crête à maintenir en permanence, de capacité à remettre en cause les idées reçues, tout en n'étant pas dans l'obsession du système qui nous dévore. Mais là aussi, c'est assez compliqué. On va maintenant passer aux questions du public. Bonsoir Natacha Polony, merci pour toutes ces informations. Alors moi je voudrais revenir sur l'introduction extraordinaire
fera la première réponse à la première question. C'est très longue et ma question en découle, donc j'y reviens en reprenant vos mots. La subjectivité de l'individu doit être mise de côté afin de préserver le journalisme à proprement parler. L'honnêteté intellectuelle dans la mesure où je pense que l'objectivité absolue n'existe pas. Et je pense que le principe, c'est qu'un journaliste doit avoir conscience que l'objectivité absolue n'existe pas et que lui-même ne peut pas être totalement objectif. Et donc il doit avoir conscience de ses propres biais idéologiques. Et tout le problème est en effet que beaucoup de journalistes ont cette espèce d'orgueil de se croire parfaitement objectif. Je pense que moi je défends l'idée de l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire la mise à distance au maximum de sa propre subjectivité, c'est-à-dire le fait d'en avoir conscience et d'essayer de s'en extraire, donc de regarder honnêtement les faits, même quand ils vont à l'encontre de ce que nous aurions cru au préalable. C'est-à-dire qu'il faut être capable de voir le réel même quand il nous contredit. Vous savez, Charles Péguy disait « il faut avoir le courage de dire ce que l'on voit et peut-être, ce qui est encore plus difficile, de voir ce que l'on voit ». Or, il n'y a rien de plus simple que d'effacer une partie de ce qu'on voit parce que ça dérange nos propres certitudes. Donc, le rôle d'un journaliste, c'est justement d'accepter quand ça dérange ses propres certitudes. Et même d'aller chercher ce qui va déranger ses propres certitudes et d'essayer de mettre tout cela en regard. C'est en ça que je parlais d'honnêteté intellectuelle. Donc, comment y arrive-t-on? J'ai tendance à penser que le journalisme est une forme d'artisanat. C'est-à-dire que ça s'apprend sur le tas. Je ne suis pas particulièrement partisane de l'uniformisation du métier à travers des écoles de journalisme. Je pense que le principe du journalisme tel que nous le connaissons, d'ailleurs le journalisme tel que nous le connaissons, en fait, il apparaît à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire avec l'essor de ce qu'on peut appeler une démocratie libérale. Et il risque de disparaître à peu près en même temps que la démocratie libérale, je le crains beaucoup. Or justement, c'est un métier qui au départ drainait des gens qui avaient des parcours différents. Personne ne pouvait définir ce que c'était qu'un journaliste, quand il n'y avait pas de diplôme à cette époque. Et moi-même, je n'ai pas de diplôme de journaliste. Moi, j'ai fait une agrégation de lettres et Sciences Po. Et je pense que la multiplicité des expériences avant permet une multiplicité des regards, et donc une forme de pluralisme. Et je pense que le principe, c'est de faire en sorte de maintenir au maximum un paysage médiatique où vous avez des regards différents, des expériences différentes, des histoires personnelles différentes, et que chacun, au fur et à mesure qu'il va sur le terrain, qu'il est confronté à des domaines qu'il ne connaissait pas, à des gens qu'il n'aurait jamais rencontrés sans cela, etc., va apprendre cette honnêteté intellectuelle, petit à petit. Et ensuite, il appartient à l'ensemble de la hiérarchie d'une rédaction de former les jeunes journalistes à cela. Pour ce qui est de votre deuxième question, des messageries, alors, d'abord, ce ne sont pas des médias dans le sens où, par principe, le but est justement de ne pas divulguer les informations. C'est-à-dire ça fonctionne comme a toujours fonctionné la communication entre les êtres humains, c'est-à-dire la tentative d'avoir des communications en dehors d'une forme de surveillance. Donc la question est sans doute de savoir si on doit maintenir coûte que coûte on va dire ce lieu hors champ au nom de la liberté. Parce que ce qui se joue actuellement, à travers les nouvelles technologies, me semble-t-il, et même si je ne suis pas une spécialiste des messageries cryptées et autres choses de genre, j'avoue très honnêtement que je connais, je m'y intéresse, j'en comprends les problématiques, mais je ne suis pas ultra spécialiste. Mais il me semble que justement tout l'enjeu, c'est la question de l'équilibre entre la nécessaire sécurité et la liberté individuelle. Actuellement, ce que nous observons à travers les problématiques des nouvelles technologies, c'est le fait que les atteintes à la liberté individuelle sont presque moins le fait des États que de grandes entreprises, qui sont
privées et multinationales, et que on a évidemment un jeu entre les États et les multinationales, mais la liberté individuelle telle que nous la connaissions est en train d'être mise en cause. Alors même si ces messageries servent en effet pour des entreprises terroristes, ces entreprises terroristes ont toujours réussi à utiliser des biais pour échapper à la surveillance, et c'est leur raison d'être. Faut-il instaurer une surveillance généralisée au nom de la lutte contre contre le mal? Ça revient à peu près à ce que je disais tout à l'heure sur la question des monnaies. L'argument pour supprimer la monnaie, c'est de dire mais elle sert aux mafias et aux entreprises terroristes. Donc le contrôle est beaucoup plus facile dans une numérisation totale. Mais est-ce que nous devons accepter que soit supprimée cette liberté fondamentale de maîtriser ce que nous faisons de notre argent au nom de la lutte contre le mal? C'est une question philosophique majeure et elle n'est pas réduite à la question des messageries. J'ai tendance à penser que la liberté est un bien absolument essentiel et que l'équilibre très complexe entre liberté et sécurité aujourd'hui est en train de basculer du côté, même pas de la sécurité, mais de la surveillance. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à votre question. Si, merci. Je rejoins votre opinion. Par médias, j'entendais juste le fait de divulguer de l'information auprès de réseaux et de communautés qui sont de plus en plus larges. Et je ne voulais pas, bien sûr, décider des messages instantanés en tant que médias à proprement parler. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir Madame Polony, je suis très honorée d'avoir l'opportunité de poser une question et de pouvoir à Bordeaux, c'est un honneur à titre personnel. Merci beaucoup. Ma question est très simple et peut-être que pour répondre à la question pourquoi va-t-on vers la mort du journalisme en France, peut-être l'avez-vous également constaté, et je pense sûrement, il y a une haine féroce envers les journalistes en général et plein d'amalgames, de stéréotypes nauséabonds autour du journalisme, puisque le journaliste est associé au pouvoir, à l'argent, à la finance, et j'en passe des vertes et des pas mûres, comme on dit, c'est-à-dire même du racisme ou de l'antisémitisme, si je pousse la réflexion beaucoup plus loin. Donc ma question est, en tant que citoyen, et vous l'avez très bien dit au début de votre intervention, comment peut-on lutter face à cette pensée unique justement que l'on cherche, que certains médias et intellectuels cherchent à nous imposer à ce niveau-là, et justement pour préserver votre profession qui est essentielle pour défendre notre démocratie, quels sont nos moyens justement pour contrer encore une fois cette haine qui est rongée par encore une fois des stéréotypes nauséabonds qui datent de la nuit des temps. Et votre question est importante parce qu'on a vu surgir depuis un an cette haine de façon extrêmement violente. Il y a eu des scènes quasiment de passage à tabac de journalistes et il faut se demander pourquoi on en arrive là. Or, je pense qu'on ne peut pas détacher la question du journalisme de la question de la remise en cause de l'ensemble des institutions. C'est-à-dire ce qui s'est manifesté depuis quelques mois à travers le mouvement des Gilets jaunes, c'est une défiance majeure vis-à-vis de tout ce qui incarne les élites au sens large. Avec cette injustice qui était que, du coup, la colère touchait des journalistes qui, souvent, idéologiquement, devaient être assez proches de ceux qui s'attaquaient à eux, mais c'est le principe de l'extension du modèle des chaînes d'info continues. Quand on entend journalisme aujourd'hui, on pense à l'expert en cravate qui est sur le plateau d'une chaîne d'info. Et le journalisme est réduit à ça. C'est bien tout le problème. Mais cette haine, c'est une haine envers une élite perçue comme une oligarchie. Et les journalistes sont accusés de soutenir, ou en tout cas d'être les relais de cette élite oligarchique. Donc tout le problème est d'essayer d'abord d'analyser comment on en arrive à une fracture démocratique qui fait que
une part des citoyens ont l'impression qu'ils ne sont plus en démocratie mais en oligarchie. Et je pense que c'est éminemment lié à ce système que j'appelle néolibéral, qui petit à petit, depuis 40 ans, a érigé certaines règles économiques en loi universelle de la nature, donc prévalant sur le politique. Et petit à petit, les politiques ont renoncé à leur pouvoir, et donc au pouvoir qui leur était conféré par les citoyens. Parce que leur rôle est d'être des représentants et donc de représenter. Or, toute la question est de savoir si les représentants représentent vraiment. Et donc dans cette explosion de l'ensemble des institutions démocratiques qui permettent de faire émerger la volonté populaire, les médias sont remis en cause comme tous les autres. Et donc la réflexion est à mener de façon beaucoup plus vaste. Pourquoi ? Parce que les médias ont en effet trop souvent donné l'impression que dans leurs analyses, les journalistes soutenaient et étaient acquis à cette idéologie néolibérale. Quand je disais que, par exemple, remettre en cause le libre-échange généralisé était extrêmement compliqué, j'ai des exemples de journalistes qui ont été licenciés parce qu'ils défendaient des positions, des réflexions sur la question d'une forme de protectionnisme limité, etc. C'était indicible dans les journaux économiques, indicible. Donc, toute la question, c'est oui, il y a une forme de pensée unique sur ces questions-là, mais exactement comme chez les politiques. C'est-à-dire, de même qu'il y a eu un ralliement de la droite libérale et de la gauche libérale à tout ça, et dans tous les pays occidentaux, et on le voit très bien aux États-Unis, en Angleterre, ça a été le même phénomène d'adhésion qui empêchait l'existence d'une véritable opposition à ce qui fait le cœur des problématiques, c'est-à-dire les questions économiques et géopolitiques. C'est là-dessus que ça se joue. Or là, il n'y avait pas d'opposition. On s'opposait sur les questions annexes, en gros sur les questions plus sociales, sociétales, etc., mais qui en fait découlent de la question économique. Et donc, tout cela se paye à un moment. Il se paye de façon injuste, avec une colère qui aujourd'hui est extrêmement difficile à juguler. Et parce que ça va être un travail de fond qui ne concerne pas seulement les journalistes, mais qui nécessite, j'allais dire, de reprendre à la base toute la question de savoir ce qu'est une démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Comment on fait pour que l'ensemble des institutions concourent à faire émerger cette volonté du peuple de façon à ce qu'il n'y ait pas des citoyens qui ont l'impression qu'on les a volés, qu'on leur a pris leur souveraineté. Et ça, je pense que c'est l'urgence absolue aujourd'hui parce que les médias seront balayés, les politiques aussi, l'ensemble des corps intermédiaires et des institutions. C'est-à-dire que nous sommes dans une phase, ce qu'on voit aujourd'hui comme colère qui se manifeste, c'est très frappant parce que ça rappelle, non pas mai 68, ça n'a rien à voir, ça rappelle des mouvements insurrectionnels ou révolutionnaires du 19e siècle. Ça rappelle 1789, 1848, sauf que 1789 et 1848, c'était contre des monarchies. Et là, on est dans une colère qui est venue mordre, mais face à quelque chose qui est censé être une démocratie. C'est pour ça que ça rappelle un petit peu plus la commune, d'ailleurs, mais c'est comme si on avait effacé un siècle de cohésion de la communauté politique autour d'un système démocratique. C'est tout de même extrêmement inquiétant. Bonsoir, Madame Soloni. Vous avez cité à plusieurs reprises Jean-François Kahn, et donc ce soir, c'est vous qui faites l'événement du jeudi à Bordeaux, merci. Est-ce que vous pourriez, à travers Jean-François Kahn, à travers Marianne, à travers le fait que vous avez démarré à Marianne, vous en êtes parti, vous en êtes revenu, quelle est la vision que vous avez à la fois de Jean-François Kahn et de Marianne, et comment ce média se positionne peut-être différemment des autres, et qui fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'il correspond à un certain nombre de choses que vous avez exprimées. Je voudrais avoir votre avis. Alors, il se trouve en effet que oui, j'ai commencé à Marianne et c'est là que j'ai appris le journalisme, même si aujourd'hui je peux avoir des différends et des analyses qui divergent avec Jean-François Kahn. Nous nous rejoignons sur certains sujets et sur d'autres nous ne sommes pas d'accord. Notamment sur toutes ces questions d'ailleurs, sur la question des Gilets jaunes, l'interprétation du mouvement des Gilets jaunes, nous ne sommes absolument pas d'accord. Et pourtant,
je pense que dans la façon dont nous concevons le journalisme, en revanche, il y a une convergence tout simplement parce que c'est de lui que j'ai appris ça. Donc, mais les deux ne sont pas forcément, ne s'excluent pas forcément. Donc oui, j'ai commencé donc, en 2002, je suis arrivée à Marianne parce que c'était le journal qui correspondait le plus à mes idées, à ce en quoi je croyais, et j'y ai passé 7 ans, où j'ai vu Jean-François comme le seul patron de presse qui était capable, justement, à la fois de penser contre lui-même, qui passait sa vie en province à aller rencontrer les lecteurs du journal, mais vraiment dans les plus petites villes reculées, quand les autres patrons de presse, en gros, franchissent assez rarement le périphérique, sauf pour aller en vacances. Donc il y avait une conception du journalisme qui était profondément originale. Et cette volonté en particulier d'être toujours dans une forme d'équilibre, alors ce que lui appelle le centrisme révolutionnaire. C'est un concept extrêmement complexe, le centrisme révolutionnaire. Donc c'est l'idée que il y a des choses, c'est-à-dire c'est le refus du clivage gauche-droite automatique. Donc imaginez, ils font ça en 97, hein, pas aujourd'hui où évidemment le clivage gauche-droite a totalement explosé. Mais à cette époque-là, son idée était que le clivage gauche-droite était absolument mortifère dans la mesure où il imposait à chacun de considérer que celui du camp d'en face était un salaud. D'ailleurs, c'est la phrase de Jean-Paul Sartre, hein, quand je dis un homme de droite, je veux dire un salaud. Bon, ben ça, c'est pas une pensée politique, c'est une pensée religieuse. On est dans les guerres de religion. Donc il faut éradiquer l'autre en face parce qu'il a toujours tort. Donc j'en fais une question, on est dans le camp du mal. Et en particulier, il a fondé Marianne parce qu'il estimait que sur des sujets comme la sécurité et l'immigration, il fallait pouvoir poser les problèmes et en parler sans être accusé immédiatement d'être à l'extrême droite. Il raconte toujours que quand il a fondé ce journal, il a annoncé qu'il avait fondé un journal qui s'appellerait Marianne et qui aurait comme logo une femme brandissant le drapeau français. On lui a dit non, le drapeau français, mais tu vas faire un journal Front National. En 1997, on avait abandonné Marianne, la République et le drapeau français au Front National. Et Jean-François Kahn estimait que nous devions absolument maintenir, récupérer tous ces symboles de la République. Et que la République, c'est l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est du conflit civilisé. On peut débattre avec les gens avec qui on n'est pas d'accord, et celui qui, d'ailleurs, c'est pas que celui qui est dans l'autre camp n'a pas forcément tort, c'est qu'on refuse d'être dans un camp. Et ça, je me suis toujours retrouvée, même si je n'avais pas forcément les mêmes options idéologiques. Jean-François Kahn est quelqu'un qui a toujours tenu à dire qu'il était libéral. Je serais un peu plus nuancée. Je sais que c'est la différence entre néolibéralisme et libéralisme. Comme Jean-François, je me bats contre le néolibéralisme. En revanche, je serais peut-être un petit peu plus critique sur la philosophie libérale que lui, c'est-à-dire que je continue à me poser la question de savoir si les biais du libéralisme sont, j'allais dire, structurels ou conjoncturels. Est-ce que, à la base de la philosophie libérale, c'est-à-dire l'idée que les humains sont des individus rationnels mus par leur intérêt, est-ce que ce qui est objectivement faux, est-ce que cette erreur de départ induit ensuite des dérives ou pas? J'avoue que moi je me pose la question. Mais après, bon, tout ça nous emmène assez loin, mais voilà, Jean-François Kahn a toujours estimé que c'était son journal, défendait le libéralisme, c'est une chose dans laquelle je me reconnais totalement, c'est-à-dire la défense de la libre concurrence. Et ça implique la lutte justement contre le néolibéralisme qui, lui, installe des monopoles, où le gros écrase le petit. La grande distribution telle qu'elle fonctionne actuellement, les GAFAM, c'est la négation du libéralisme. Donc, Marianne se bat contre ça. Voilà. Et ensuite, autre dimension qui fait l'identité de Marianne, pourquoi c'est un journal qui porte l'emblème de la République? Parce que la République, c'est cette idée qu'il y a un espace politique neutre dans lequel nous sommes là en tant que citoyens. Nous ne venons pas avec notre identité en bandoulière, nous ne venons pas en tant que communauté, nous sommes citoyens et nous débattons ensemble pour faire émerger le bien commun. Et donc le rôle de la puissance publique, c'est de préserver la neutralité de cet espace, c'est-à-dire d'empêcher que le bien commun ne soit capté
par des intérêts particuliers, c'est-à-dire aussi bien des intérêts religieux que des intérêts financiers. D'où le fait que Marianne est un journal qui se bat à la fois pour la laïcité, contre les instrumentalisations par des religions, mais qui se bat aussi contre les lobbies et tout ce qui peut justement essayer d'utiliser, de capter le bien commun. Voilà, et sur ces choses-là, je pense que nous nous rejoignons totalement. Après, nous avons des interprétations différentes sur les faits politiques. Voilà. Et en l'occurrence, Jean-François Kahn a estimé que d'emblée, le mouvement des Gilets jaunes, plus que tout, et donc par exemple, il a toujours trouvé que la Commune de Paris était un mouvement d'émeute contre le suffrage universel, et donc il fallait s'y opposer, et qu'il était totalement contre. Je n'ai pas exactement la même vision, parce que je pense que quand il y a, comme aujourd'hui, une crise majeure de la démocratie représentative, eh bien, il est fatal que des gens s'élèvent contre le suffrage universel s'ils ont l'impression qu'il ne permet pas de faire émerger une légitimité. Et donc la question à se poser, c'est comment on résout la crise de la démocratie représentative. Mais voilà, ce sont des débats qu'on peut avoir, mais grosso modo, j'espère vous avoir expliqué à peu près quel était le positionnement de Marianne. Bon, on a le temps pour une dernière rapide question, et ensuite on va être obligé de tenir les délais. Donc je laisse la parole à quiconque voudra la prendre. Soyez bref et concis. Bonjour Madame Polony, merci de me donner la parole ce soir. Ma question en fait se portait, vous affirmez clairement être contre le néolibéralisme, notamment contre les GAFAM. Comment aujourd'hui en tant que directrice de journal, vous pouvez nous dire ça et de l'autre côté avoir un site référencé sur Google, avoir une page Facebook, avoir une page Instagram? Comment est-ce qu'on s'inscrit aujourd'hui contre le néolibéralisme en étant un journal en fait? Vous venez de résumer le problème. C'est-à-dire que si Marianne n'a pas de site internet, Marianne, aujourd'hui, n'existe pas. S'il n'y a pas une page Facebook, si moi je n'ai pas une page Facebook sur laquelle je relais les articles de Marianne en utilisant ma notoriété pour que les gens viennent lire Marianne, on n'y arrive pas. Et je le disais tout à l'heure, nous sommes entre les mains des GAFAM, parce que je parlais tout à l'heure de la question de la directive sur les droits voisins. Mais aujourd'hui, donc les GAFAM captent le contenu de nos articles, les diffusent gratuitement en captant le revenu publicitaire et ne nous payent pas. Donc l'Union européenne a voté une directive sur les droits voisins qui permet de rémunérer les entreprises de presse. Eh bien, Google a expliqué à l'ensemble des journaux européens et en particulier français, puisqu'on a été les premiers à retranscrire cette directive, ben c'est très simple. Soit vous acceptez de ne pas appliquer cette directive, soit on ne vous référence plus. Et donc on a été obligé d'accepter. Alors, les entreprises de presse françaises se sont regroupées pour porter plainte, pour abus de position dominante, pour atteinte à la concurrence, mais en attendant, nous sommes pieds et poings liés, parce que si nous n'acceptons pas, notre site n'est plus référencé sur Google, immédiatement, ça nous est déjà arrivé, on sait ce que c'est, on n'existe plus. C'est-à-dire qu'on devient invisible, donc on travaille pour rien. Donc tout le problème est que nous n'avons pas actuellement la force de frappe pour résister. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à notre niveau que ça se joue. Et donc mon rôle en tant que directrice de Marianne, c'est pas de dire la fleur au fusil, bah, on va crever mais dignement, donc on refuse Instagram, Facebook, Google, etc. Mon rôle, c'est de poser le problème politique et de mettre les décideurs en face de leurs responsabilités en faisant des enquêtes sur la façon dont, par exemple, on avait fait c'était au mois de juin dernier, la façon dont l'ensemble des pouvoirs publics français renforcent les GAFAM en s'équipant, parce qu'eux, ils ont le pouvoir de choisir. Eh bien, systématiquement, jusqu'à présent, les pouvoirs publics français ont fait le choix de s'équiper auprès des GAFAM, etc. Donc, quand on fait des enquêtes comme ça, quand on analyse la question du bras de fer autour de la taxe GAFAM, et là, on joue notre rôle et on essaye de faire changer les choses. Mais en revanche, si moi je refuse de passer par les GAFAM, ça n'a rien de ferme. On peut, hein, ça peut, mais je ne suis pas sûre que ce soit mon rôle de mettre sur la paille 50 personnes pour la beauté du geste. Voilà. Donc en effet, nous n'avons que très peu de possibilités.
Mais ça ne nous empêche pas de faire des enquêtes aussi sur les différents moteurs de recherche alternatifs. Voilà. Il y a des moyens de jouer le rôle, mais c'est pas par magie et on ne va pas tout